Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous parler de surélévation. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, concrètement, effectivement, je vais parler de surélévation des bâtiments et du foncier aérien comme d'une ressource, puisque voilà, la surélévation concrètement donc, consiste à ajouter des bâtiments, à ajouter des étages, de nouveaux étages à des bâtiments existants. Et donc on construit sur ce qu'on appelle le foncier aérien. Donc c'est un foncier qui est qualifié d'aérien puisqu'il est effectivement sur la surface des toits des surfaces déjà bâties des villes. C'est une pratique qui est très ancienne déjà. La plupart des villes européennes ont été bâties finalement avec et grâce à la surélévation, et même un cinquième de Paris a été déjà surélevé. Un bâtiment sur 5 à Paris a déjà été surélevé. La surélévation, elle permet notamment, donc, comme je le disais, de construire des nouveaux logements, finalement, sur les toits des villes, donc sans artificialiser. La surélévation, elle participe aussi au financement de la rénovation thermique ou de la rénovation tout court du bâti, et elle permet, quand elle est bien réalisée, de mettre en valeur le patrimoine architectural. On parlait tout à l'heure de l'autopromotion, c'est une pratique qui a été jusqu'à très récemment essentiellement issue de l'autopromotion. Et en même temps, on constate effectivement que mettre en œuvre la surélévation, c'est quelque chose de relativement complexe. Il y a une complexité opérationnelle, technique, structurelle, une forme d'incertitude qui s'ajoute à du coup, un équilibre économique qui est parfois difficile à trouver. Et s'ajoute à ça aussi une complexité dans l'acceptabilité sociale, évidemment, de rajouter des étages dans des espaces déjà relativement denses, des fois on bouche une vue, et aussi une contrainte effectivement sur l'acceptabilité des instances patrimoniales, ou en tout cas les discussions sur comment faire projet et surélévation sur le patrimoine. Alors, concrètement, aujourd'hui, je parlerai en particulier de ce sujet d'un point de vue urbain, et donc sur cette ressource que constitue le foncier aérien. Alors, le fait de considérer le foncier aérien, finalement, comme une ressource, c'est quelque chose qui a émergé depuis une vingtaine d'années. Au début des années 2000, la plupart des pays européens ont été confrontés à 3 problématiques majeures. L'étalement urbain, on en parlait déjà, qui a commencé à être vraiment décorrélé des besoins. On voit sur la carte de cette recherche menée par un groupement qui s'appelle ESPON, en rouge, en fait, les secteurs où la consommation foncière croît plus rapidement que la croissance démographique. Et donc même si on a commencé à réduire, on voit à droite sur le schéma, on a pris conscience des enjeux, on a commencé à réduire le rythme d'artificialisation, pour autant, il reste encore qu'on est dans une forme d'expansion urbaine, et donc avec un besoin de construire de manière plus dense. Face à ça, une deuxième problématique, c'est évidemment les besoins de construction de logements, de répondre à la demande, et la nécessité, troisièmement, d'intervenir sur un parc bâti qui est vieillissant et qui est déperditif, et donc des problèmes de l'ordre de l'énergie. Alors ces 3 problématiques sont très différentes, et la surélévation était à ce moment-là une solution qui émergeait pour se dire finalement ça marche à l'échelle du bâti, ça permet de faire beaucoup de bonnes choses à l'échelle de l'architecture et du bâtiment, pourquoi pas regarder à cette solution de manière plus vaste et la considérer à l'échelle urbaine. Et en fait, beaucoup de pays en Europe, donc, de territoires, de villes et de nations, ont commencé à considérer cela comme une solution qu'il fallait déployer à l'échelle urbaine. Et on a commencé à parler de faire la ville sur la ville. Alors ces politiques-là, donc, on va parler aujourd'hui beaucoup des politiques urbaines. Ces politiques urbaines métropolitaines ont agi sur 2 volets. Le premier, c'est l'augmentation de la ressource de foncier aérien en agissant via les documents d'urbanisme. Et l'autre volet, c'est faciliter la mise en œuvre. Je parlais de la complexité opérationnelle. Donc là, il s'agit d'adapter les lois pour rendre la surélévation plus facile. Alors, dans le cadre de ce colloque aujourd'hui, je vais effectivement me concentrer sur
sur ces politiques urbaines et sur la question de leur efficacité. Est-ce qu'elles ont pris en compte finalement les difficultés qui étaient en place? Est-ce qu'elles ont permis de les résoudre? Et est-ce qu'elles ont répondu aux problématiques sans générer de nouvelles problématiques? Et on va voir ça à travers 3 exemples concrets. Donc le cas de Genève depuis 2008, le cas de la France et Paris depuis 2013 et le cas de l'Angleterre depuis 2020. Dans le canton de Genève, en 2008, dans un contexte de pénurie de logements, le canton de Genève a voté une loi permettant l'augmentation des gabarits constructifs de la ville de Genève de 2 étages supplémentaires sur l'ensemble du territoire de la ville, à l'exception du cœur historique. Une cartographie a accompagné la loi et a permis d'identifier concrètement les immeubles qui étaient nouvellement susceptibles d'être surélevés. Dans l'engouement provoqué par cette loi, certains projets peu esthétiques ont été réalisés et cela a provoqué à ce moment-là une levée de bouclier des instances patrimoniales, évidemment, mais aussi des associations de riverains qui défendent à la fois le patrimoine et leur contexte bâti et qui finalement ont vu à ce moment-là peut-être un risque de surdensification. Pour corriger le tir, la ville a mis en place une méthode d'évaluation de la qualité architecturale des projets, la méthode ABCD, qui établit des critères d'insertion urbaine et architecturale à l'échelle du quartier, puis de l'îlot, en zoomant enfin sur la rue et le bâtiment. Ces critères-là donc, sont communs aux différentes instances et donnent un cadre aux architectes afin d'anticiper l'acceptabilité de leur projet. Alors, cela a porté de bons fruits sur les projets réalisés depuis la mise en place de cette méthode et les projets réalisés depuis sont vraiment très satisfaisants sur le plan esthétique. Et on a constaté aussi un apaisement des tensions qui émergeaient à ce moment-là. D'un point de vue quantitatif, cependant, les résultats de la loi sont beaucoup moins évidents. Sur la carte à gauche sont cartographiés donc, tous les immeubles susceptibles d'être surélevés par la loi de 2008. Donc c'est un condensé des cartes faites par le canton. Et sur la droite, c'est la carte de mon relevé sur place qui vérifiait lors de mon doctorat donc en 2018, donc 10 ans après la loi, les opérations qui avaient été effectivement réalisées et qui étaient issues de la loi, donc réalisées ou en chantier. Et ce que j'ai constaté, c'est que seulement, moins de 70 opérations avaient été réalisées dans les 10 ans qui avaient suivi la loi. Et c'est effectivement un chiffre très faible, et notamment il correspond au nombre de projets réalisés dans les 10 ans qui ont précédé la loi. Autrement dit, il semblait que la loi n'ait pas suscité de nouveaux projets. Donc c'était très étonnant. Je me demandais comment c'était possible. Et la réponse finalement se trouve dans le cadre législatif qui était en place à ce moment-là, qui était en place pour limiter la spéculation immobilière et qui finalement s'appliquait autant à la production neuve qu'à la réhabilitation et qui avait pour but effectivement donc de limiter le prix de sortie des logements créés autant que de plafonner le loyer. Et étant donné qu'en fait cette loi s'appliquait aussi à la surélévation, en fait la plupart des opérations de surélévation qui avaient été soumises à demande d'autorisation se sont vues être autorisées en théorie, mais n'être pas rentables. Donc la plupart d'entre elles finalement n'ont pas été réalisées. C'est vraiment la principale raison à la sous-exploitation du potentiel de foncier aérien ouvert à Genève, et c'est une des grandes leçons finalement du cas de Genève. Alors, si on regarde le cas français, ce qui s'est passé de notre côté, c'est en fait une prise en compte un intérêt croissant pour le sujet du foncier aérien qui en fait émerge, qui prend racine dans les débats organisés sur l'avenir du Grand Paris, donc début des années 2000. Plusieurs groupements d'architectes avaient mis l'usage des toits au cœur de leur proposition, comme on le voit à l'écran. Et c'est quelques années plus tard, en 2013, que Cécile Duflot, qui était alors ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, sous la présidence de François Hollande, a porté un projet gouvernemental qui ouvrait à la production de 500 000 nouveaux logements par an. Les objectifs de cette politique étaient clairs,
c'était faciliter l'accès au logement, lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et œuvrer pour la transition écologique. Alors, dans ce contexte d'accélération de la construction, l'ordonnance Duflot en 2013 a mis en place en fait un régime dérogatoire pour faciliter la surélévation, à condition que ça produise évidemment du logement et à condition que ces logements soient en mixité sociale. La loi ALUR a suivi en 2014. Cette loi, c'est celle qui a été vraiment un tournant dans la surélévation en France, parce qu'elle a concrètement agi sur la capacité de construire au sein des parcelles, puisqu'elle a supprimé une règle d'urbanisme qui était le coefficient d'occupation des sols, qui limitait la densité bâtie à la parcelle. Donc, du jour au lendemain, les bâtiments qui étaient plutôt établis sur la profondeur de la parcelle et relativement bas ont eu un potentiel de surélévation, puisqu'ils pouvaient enfin construire en plénitude du volume gabaritaire, et donc jusqu'à la hauteur autorisée. La loi ALUR a aussi aidé à la mise en œuvre de la surélévation, en particulier dans le cas de la copropriété, en modifiant le système de vote. La loi ALUR a ainsi libéré un très grand potentiel de foncier aérien, notamment à Paris, comme on le voit sur cette carte réalisée par UpFactor en 2021. Donc, en France, comme on l'a vu, la loi a globalement agi en fait, en levant les contraintes liées à la densité à la parcelle. On a pu pleinement exploiter les gabarits, alors qu'à Genève, ce sont les gabarits eux-mêmes qui ont été augmentés. Au niveau local, 2 révisions du PLU ont été faites depuis. Donc, en 2016, une première fois, où là, on a vu être renforcée l'obligation de création de logements à hauteur de 90% des surfaces bâties et de favoriser la végétalisation. Donc, on avait des prérogatives de la loi nationale qui, effectivement, a été appliquées de manière locale. Et enfin, donc, qui est illustré à l'écran, on en a eu un petit échantillon ce matin aussi, la question du PLU bioclimatique, donc, qui est encore en fin de discussion, on va dire, et qui s'appliquera bientôt. Ce PLU-là, en fait, donne une place vraiment nouvelle à la surélévation. Elle est plus adaptée, finalement, elle est utilisée de manière plus adaptée au bâti, et elle devient vraiment un outil au service des enjeux urbains locaux. Concrètement, un bonus de constructibilité est accordé si le projet est associé à la désimperméabilisation des cours, et les hauteurs des gabarits ont été revues en fonction de la largeur des rues. Donc, ils ont été réduits sur les rues étroites et augmentés dans les rues moyennes et larges. Alors, l'effet du PLU bioclimatique sur la pratique de la surélévation à Paris se mesurera évidemment dans le temps, mais celui de la loi ALUR est incontestable. C'est vraiment à Paris que le marché de la surélévation a été le plus dynamisé. Des projets de différents programmes, différentes envergures évidemment, du plus petit au plus ambitieux, au plus large, ont été réalisés. Et les instances patrimoniales, on le sait, veillent assez scrupuleusement à l'intégration urbaine et à la qualité architecturale des projets. Comme on peut le voir sur cette courbe, les demandes de permis ont en fait globalement été en croissance depuis les années 2000, et cela s'intensifie ces dernières années au fur et à mesure de l'évolution des lois. En 2021, le nombre de permis délivrés approchait le record de 200 par an, et en même temps, on constate que l'écart entre demande et autorisation s'accroît, lui aussi, avec, toujours en 2021, plus d'une demande sur 3 rejetée. D'un point de vue quantitatif, il faut cependant garder en tête les rapports de proportion. Si les projets de surélévation se multiplient au sein de Paris Intramuros, ils demeurent quand même en marge de la production de logements, loin derrière la construction neuve dans le reste de l'Île-de-France. Et comme la courbe bleue le montre aussi, ce sont également dans les communes d'Île-de-France qu'on trouve le plus grand potentiel de foncier aérien. Cela m'amène à une autre problématique, la question de la production de logements abordables, et où là on constate finalement que la surélévation a du mal à produire de logements abordables. C'est particulièrement le cas à Paris, évidemment. En France, contrairement à Genève, il n'y a pas de régulation des prix de sortie des logements produits en surélévation. Et le plafonnement des loyers se fait sur ordonnance de la municipalité. Alors c'est le cas à Paris.
mais cela ne semble pas agir comme un moyen de régulation de la production du logement privé dans le contexte fiscal actuel. Les prix de sortie des logements créés sur les toits sont donc en toute logique indexés sur les prix de l'immobilier local, et à cela s'ajoute un effet d'aubaine lié à la rareté de ce type de biens. Ils sont neufs, ils sont situés en hauteur des bâtiments existants, donc généralement bien ensoleillés et avec une vue de temps en temps. À Paris, à quelques exceptions près, il me semble qu'il n'y a que dans le parc social, pour l'instant, que la surélévation arrive à produire des logements abordables, en locatif ou en accession sociale. La raison est simple, dans ce cas-là, les bailleurs sont déjà propriétaires de leur toit. Et ces dernières années, on a constaté que les surélévations d'immeubles de logement social se sont vraiment multipliées, avec des projets aussi de qualité, et c'est un parc finalement qui se prête assez bien à l'exercice de la surélévation, pour différentes raisons, notamment la technique de surélévation et la forme du bâti de ce type de bien. Alors, la loi ALUR a aussi eu des effets sur les autres métropoles françaises. Elle a permis de produire des projets, évidemment, qui là aussi se multiplient à mesure que la pression foncière augmente. Ces quelques exemples qu'on voit à l'écran montrent là aussi la variété des programmes, des écritures architecturales, et combien la surélévation est une pratique réussie d'un point de vue architectural si elle s'adapte à l'édifice qu'elle vient couronner. Il existe encore beaucoup de potentiel dans ces métropoles et dans ces villes moyennes, notamment des bâtiments tertiaires et commerciaux à réhabiliter et qui constituent des emprises bâties existantes qui sont en général très très larges et qui offrent un potentiel de surélévation très très grand. Mais dans ces secteurs à vocation industrielle ou commerciale, la mixité programmatique n'est pas toujours autorisée. Et si elle l'est, c'est la pression foncière qui souvent ne permet pas un équilibre économique suffisant pour assurer la réalisation des projets. Donc, tout l'intérêt est alors d'identifier précisément et surtout de qualifier ce foncier aérien. C'est tout le sens de l'étude que nous avons menée en partenariat avec UpFactor sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre de ma recherche postdoctorale que j'ai menée au laboratoire AMUP de l'INSA à Strasbourg et qui a été soutenue par un financement ANR. Alors, cette étude expérimentale, qui a donc été sur 2022-2023, a permis d'identifier que sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg, il y a un potentiel effectivement considérable. Donc là, on voit il y a à peu près 25% des bâtiments qui existent qui ont un potentiel réglementaire de surélévation, donc c'est un bâtiment sur 4. C'est vraiment considérable. Par contre, il faut évidemment voir ça comme un potentiel brut, c'est-à-dire que ça, c'est du réglementaire. Et tout l'intérêt de l'étude, c'était justement, avec l'outil d'UpFactor, de mettre en place des critères, des filtres, pour qualifier ce foncier aérien au regard de paramètres propres au contexte local, par exemple justement les prix de l'immobilier, les normes sismiques, les tutelles patrimoniales, mais les différents programmes et tous ces critères-là en fonction justement de ce qu'on allait, des objectifs en fait de construction de logements et d'autres programmes de la ville. Et donc l'outil permet effectivement d'appliquer précisément les règles d'urbanisme. Et donc on a une étude qui permet vraiment de ce qu'on appelle qualifier ce foncier aérien. Alors, pour finir, je vous propose de jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe en Angleterre. Au début des années 2010, le gouvernement britannique cherchait un moyen de rééquilibrer l'offre immobilière entre des logements qui manquaient d'un côté et des bureaux qui abondaient de l'autre côté. En 2013, le gouvernement britannique a choisi la voie de la dérégulation, qui consiste à la défiscalisation et à l'allègement des procédures d'urbanisme des opérations de transformation de bureaux en logements. Et en 2020, cette politique publique qui prend le nom de Permitted Development Rights a été étendue à la surélévation de maisons et d'immeubles en vue de créer ou d'agrandir des logements, ainsi que pour rebooster le domaine de la construction qui était plus ou moins à l'arrêt depuis la pandémie. Alors, dans ce cas, la dérégulation s'est accompagnée d'une augmentation des gabarits constructifs, donc comme à Genève, aussi de 2 étages,
Par contre, pour le coup, là, elle a plutôt été déterminée en fonction des typologies de bâtiments et non pas des gabarits urbains. Alors, il est encore évidemment trop tôt pour faire le bilan de cette loi, qui est toute récente, mais on a déjà des éléments indicateurs des fruits de cette politique urbaine. Le premier concerne concrètement le processus de dérégulation en lui-même, et les fruits finalement qu'a porté le premier volet de la loi en 2013, donc la transformation de bureaux en logement. Des chercheurs britanniques ont montré que la dérégulation, donc la transformation de bureaux en logement, cette dérégulation-là, en fait, a effectivement été productrice d'une grande offre de nouveaux logements sur le marché, d'un point de vue quantitatif. Par contre, d'un point de vue qualitatif, ces logements ont été en fait identifiés comme étant principalement petits, plus petits que la demande, de faible qualité architecturale et surtout éloignés des secteurs d'emploi. Fort de ce constat, l'extension de la loi en 2020 à la surélévation a mis en place des critères très exigeants de qualité architecturale, d'insertion urbaine et d'impact sur le voisinage. Les projets qu'on voit à l'écran qui ont été réalisés, alors certains un tout petit peu avant la loi et d'autres depuis, montrent effectivement que la qualité architecturale des projets est au rendez-vous. Et pour les chiffres, pour l'aspect quantitatif du nombre de logements qui sont issus de cette loi de 2020, pour l'instant, ils sont extrêmement bas. Mais effectivement, on n'est pas longtemps après le passage de cette loi, donc c'est l'avenir qui nous dira si elle aura porté ses fruits. Comme on vient de le voir, les gouvernances locales et nationales, un peu partout en Europe, ont pris la mesure de l'intérêt de cette ressource que constitue le toit des villes. Mais si ces politiques facilitent les choses d'un côté, elles peinent à répondre à tous les enjeux et provoquent, par un effet levier, de nouvelles problématiques. La complexité opérationnelle des projets et le juste équilibre économique demeurent des challenges. Il ne faudrait pas seulement dépendre de la pression immobilière, mais considérer la ressource de foncier aérien partout où elle existe. Sinon, la surélévation ne se réalisera que là où le marché la conduira. Et donc, elle restera aussi quantitativement marginale. La politique publique et la législation ne devraient-elles pas accompagner la production en ce sens ? Alors, pour en savoir un peu plus sur tout ce que je viens d'exposer en résumé, je me permets de vous renvoyer vers la publication de ma thèse aux éditions du Moniteur et livre auquel Didier Mignery a contribué, et également au livre Surélévation, conversation urbaine. Si vous vous intéressez à la loi sur Genève, c'est un livre écrit par les acteurs de la loi de Genève, et donc qui aussi ont fait un bilan de cette loi, et enfin par l'édition du mois d'octobre de la revue Tracé Spatium, qui questionne justement la surélévation à l'échelle urbaine. Alors en conclusion, je dirais qu'il faut faire attention aux angles morts qui concernent le foncier aérien. C'est une ressource, certes, qui est vaste et en même temps qui est largement sous-exploitée, ou qui est exploitée d'une manière qui finalement ne sert pas nécessairement et pas toujours les enjeux. Et pour répondre justement à ces enjeux que nous avons évoqués, en particulier celui du logement abordable, je pense maintenant, en tant que chercheuse, qu'il faut considérer l'exploitation du foncier aérien dans tous les secteurs, et notamment les secteurs sous-tendus, intégrer la notion de densité optimale et faciliter la mixité programmatique dans l'ensemble des territoires. Le champ de la réflexion est donc encore très vaste.